Voilà, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Fabienne Joliet sur ce thème de la beauté, qui est un thème tout à fait stratégique et très fondamental et pas facile. Donc Fabienne Joliet est géographe, géographe universitaire, puisqu'elle est enseignant-chercheur, professeur à l'École du paysage d'Angers, de façon plus précise, Institut Agro-Rennes-Angers. Elle a des compétences techniques, puisqu'elle co-dirige le pôle horticulture et paysage des instituts Agro-Rennes qui sont à la fois à Angers, à Montpellier et à Dijon. Et par ailleurs, elle a des sujets de recherche tout à fait culturels dont elle va nous parler incidemment, je pense, euh, en particulier sur les approches culturelles donc des peuples premiers. Elle est- Elle s'occupe en particulier avec des différents territoires du Canada sur les approches indigènes, donc les perceptions culturelles des sociétés primitives. Alors, c'est courageux de traiter de la question de la beauté, qui est un thème philosophique très traditionnel. Et aujourd'hui, quelle est son actualité par rapport à notre question de paysage? On voit bien que pour beaucoup de gens, peut-être pas pour tous, euh, la question de la beauté du paysage est une source de vie, une évidence, une pratique coutumière et la source d'un attachement qui peut-être nous donne des éclairages sur notre condition, sur notre vérité, sur l'échelle des réalités du monde. Et par rapport aux questions de changement climatique et plus généralement de transition, il est certain que cette dimension d'attachement peut avoir un rôle moteur, puisque si nous sommes attachés au paysage et que nous les voyons changer, peut-être que ça va déclencher des réflexes de responsabilité, des réflexes de solidarité et une volonté d'intervenir, puisque nous serons atteints comme ces paysages s'ils sont amenés à s'altérer. Alors du coup, on tombe sur une question qui est délicate, qui est est-ce que ce sentiment de la beauté du monde, est-ce qu'il est partagé, est-ce qu'il est universel ou est-ce qu'il est le fait de certains? Est-ce que c'est une approche culturelle que d'être sensible à la beauté du paysage ou est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut ressentir? Donc, est-ce qu'il y a une particularité, une partialité dans ce sentiment de la beauté ou est-ce que c'est un sentiment universel? Et du coup, ça pose la question de finalement quel est le fondement de cette appréciation que nous avons de la beauté de la nature. Alors, comme je suis philosophe, j'ai réduit tout ça à des catégories philosophiques, mais Fabienne va nous approcher de façon beaucoup plus documentée et avec beaucoup de références aussi bien visuelles que théoriques. Et donc, je lui cède la parole donc, sur ce thème de la beauté, à propos duquel nous pourrons dans un deuxième temps peut-être échanger sur cette question de beauté et transition, beauté et changement climatique, beauté et capacité que nous aurions de comprendre et peut-être d'orienter cette question d'urgence climatique. Voilà, donc Fabienne, à vous de jouer. Merci Odile. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je voudrais commencer par remercier le collectif PAP pour son invitation aujourd'hui. Collectif PAP que j'avais convié l'année dernière à échanger sur cette question de la beauté des paysages puisque quelque part elle nous était déjà commune et nous avions échangé lors d'une école d'hiver que j'avais organisée avec les étudiants de l'école du paysage d'Angers et une doctorante autochtone de l'Université d'Arizona. Euh, je voudrais commencer par dire ce que n'est pas cette conférence. Donc, elle n'est ni un cours magistral sur l'esthétique des paysages, elle n'est pas non plus une démonstration scientifique, une communication sur, de colloque. Et je pourrais la qualifier d'essai, un essai autour donc de la question de la beauté des paysages et en quoi celle-ci est de plus en plus associée à la crise environnementale et peut se présenter, s'avérer un levier et donc une synergie. Vous remarquerez que je ne parlerai pas que de beauté des paysages, mais aussi de beauté de la nature, de beauté du monde, de beauté de la planète, de la Terre. Autant de termes en fait que je cite de la voix de différents auteurs, mais qui à mon sens rejoignent bien sûr la question de la beauté des paysages sans pour autant être synonymes. La preuve en est, je donne quelques exemples d'ouvrages de spécialistes du paysage. La mise en scène du monde de Lucien Bulle, Le sentiment du monde de Catherine Groux, ou encore Bernard Lassus ou Michel Pénat qui parlent de la mise en, de la d'hypothèse au pluriel pour une troisième nature.
Donc derrière cet essai, hein, aujourd'hui, il y a une envie et un constat. Il y a l'envie donc de reconsidérer l'importance oubliée, le tabou, l'impact ignoré de la beauté des paysages, les émotions et les intentions hein, qu'un beau paysage procure, et de la beauté extraordinaire à celle de l'ordinaire extra. On verra différents registres. Donc il y a cette envie et puis il y a aussi un constat que je vais essayer de montrer de manière pluridisciplinaire, le constat que la beauté, en fait, devient une notion, je ne dirais pas concept, mais au moins une notion opérante dans la transition environnementale que nous vivons et qu'elle est un levier hein, d'éveil, d'action, de protection, de conception avérée. Alors, le plan un petit peu de mon exposé, hein, donc à la manière d'un essai, entre démonstration éclectique, intuitive, un prisme théorique, vous verrez, émaillé de différents exemples de paysages que j'ai traversés, rencontrés ces derniers mois, et où j'y ai vu, j'y ai décelé la beauté comme un levier de la transition. Des projets avec ou sans paysagistes à l'œuvre, et urbains et ruraux. Alors, je vais commencer par, c'est le postulat, si vous voulez, de cette exposé. Je ne vais pas revenir sur la distinction hein, entre environnement et paysage, mais pour autant, dans cette démonstration, je postule que l'environnement est un ensemble de dynamiques biophysiques dans lesquelles les sociétés vivent, dont l'existence leur est extérieure, mais qu'elles utilisent comme prolongement d'elles-mêmes pour elles-mêmes, donc en termes de ressources notamment, qu'elles vont chercher à appréhender, calculer, etc. Quant au paysage, je l'entends comme une expérience esthétique au sens de l'aïsthésis, polysensorielle, euh, sachant que Le Breton et Corbin montrent bien que dans nos sociétés occidentales, la vue hein, a l'ascendant sur les autres sens, mais donc une expérience de l'aïsthésis hédoniste du monde, dont les valeurs reflètent alors un processus d'identification, de projection, de fierté, de correspondance, d'appartenance, d'attachement, qui va se redéployer et constituer hein, ce ressort de l'action environnementale. Et donc, quand Jean-Marc Besse, dans La nécessité du paysage, dit il y a le paysage décor, marchandise et esthétique, et il y a l'autre, le paysage profond, essentiel, nécessaire. Moi, je vois ça comme un tout. Je vois la question de la beauté du paysage bien plus qu'un décor, qu'un divertissement, avec donc une profondeur, une épaisseur, et donc, comme le dit Dardel, donc une manière d'être au monde. Et on retrouve donc dans la Convention européenne du paysage cette dimension hein, on va dire disciplinaire du paysage. Le paysage participe de manière importante à l'intérêt général sur les plans culturels, social, économique, écologique et donc environnemental. Et puis donc pour mettre en abîme mon propos, je l'introduis avec ces deux tableaux de Banksy qui, vous voyez, montrent bien combien le paysage et l'environnement sont quelque part corrélés, ne se substituent pas l'un à l'autre, sont irréductibles l'un à l'autre, mais il y a vraiment des intérêts communs. Et dans cette œuvre ces deux œuvres de Banksy, vous voyez qu'il va chercher, et j'y reviendrai dans la diapositive suivante sur cette question de l'héritage hein, du pittoresque, donc il utilise bien deux paysages très académiques, pittoresques, avec une mise en abîme de la crise environnementale. Le tableau du haut, vous voyez que c'est un appel finalement à témoins. Pouvez-vous nous aider? Étiez-vous dans le secteur? Donc une brigade, il en appelle à une brigade environnementale. Hein. Contactez le commissariat de police, appelez-nous. Et puis dans le tableau du dessous, vous voyez ce paysage arcadien idyllique, bucolique, avec le pasteur hein, et son troupeau. Et vous voyez voilà cette décharge, si on peut dire, ce véhicule, cette icône de la société moderne en berne. Et donc vous voyez comment, dans cette œuvre, en tout cas, moi j'y ai vu cette congruence, en tout cas, de sens possible. Alors, quelques petits exemples sur cette idée de paysage et environnement. Donc là, un paysage, un projet de paysage par des paysagistes, un projet de forêt urbaine.
tous les projets de forêt urbaine ne sont pas conçus par des paysagistes. Alors ici, c'est l'agence Landscape Unit, une agence de paysagistes qui, bien entendu, s'est entourée d'écologues, de naturalistes. Et vous voyez en haut à droite et sur cette photo qu'il s'agit bien à la fois de constituer de toutes pièces un environnement au sens d'un écosystème forestier, mais qui fonctionne avec une mise en scène. Là, vous voyez, la vue, garantir le maintien de la vue sur le lac de Maine, et vous avez donc la silhouette emblématique de la ville d'Angers. Donc, voilà un exemple par des paysagistes. Un deuxième exemple, là, une photo que j'ai prise, alors là, par contre, il y a quelques années, dans un parc en Arctique canadien. Et bien entendu, je me suis rendu compte a posteriori que j'avais été très influencée par les images d'Arthus Bertrand, bien entendu. Et en fait, là, c'était pour vous illustrer que là où j'y ai vu, moi, un beau paysage, un paysage sublime, derrière, en fait, ce paysage se cache, je dirais, le désastre écologique qui est en train de se produire, le réchauffement de la planète. Et donc, ce que vous avez ici, c'est en fait le réchauffement, les pergélisols qui fondent, et un paysage où on ne peut plus marcher, on s'enlise complètement. Donc, verdissement, et puis de plus en plus d'eau. Et donc, vous voyez, voilà, cette ambiguïté entre le paysage et l'environnement. Comme disait Bernard Lassus, on peut trouver un paysage très beau, bien qu'il soit significatif d'un environnement en mauvaise santé. Alors, le début de mon propos maintenant, pourquoi cette décrédibilisation en fait de la dimension esthétique du paysage? On ne peut pas dire le contraire. Alors, Albert Camus le disait aussi déjà au milieu du siècle, nous tournons le dos à la nature, nous avons honte de la beauté. Alors, quand on recherche un petit peu dans la littérature, il y a deux raisons à cela. La première, c'est parce que, et on le voit d'ailleurs sur la droite dans ces illustrations de Jörg Müller des années 70, qui sont, je vous rappelle, les années 70 concomitantes de la première crise environnementale. Alors, première raison, c'est parce que le registre esthétique du paysage sont restés captifs, en fait, du pittoresque, enfermés dans le modèle du paysagiste de cette époque du pittoresque, nous dit Brady. Et puis, deuxième raison de cette décrédibilisation, c'est parce que l'évaluation de la beauté n'est pas quantifiable, objectivable, mesurable, et que de fait, tout essai de dispositif méthodologique pour l'appréhender est disqualifié. Donc, pour ces deux raisons, il en résulte qu'il y a un certain tabou, un discrédit à propos de la question de la beauté des paysages, où parfois on enfouit la question de la beauté des paysages au sein d'autres valeurs. On va les dissimuler, et que de fait, là, il y a eu un contournement par la géographie, je dirais, quantitative du paysage, l'esthétique environnementale et l'écologie du paysage. Alors, un autre élément qui contribue à ce renoncement, ce long renoncement ou cette décrédibilisation de la beauté des paysages, c'est, Reclus le disait déjà à la fin du 19e, les peuples préfèrent la force à la beauté. Et donc, c'est, bien entendu, je vais parvenir sur l'utile et le costaud, que j'appelle, ou le brutalisme. Et donc, bien entendu, il y avait une esthétique dans le projet moderne de l'architecture, mais il y a le projet moderne de l'architecture et ses avatars. Et donc, on voit bien, voilà, sur des illustrations, le paysage pittoresque qui est là emblématique, le paysage traditionnel, et qui progressivement va lui aussi, dans sa matérialité, être transformé par un autre projet donc de territoire. Deuxième élément de ce prisme, de cet essai, c'est la beauté des paysages et quelque chose, alors de la nature ou du monde, est quelque chose d'avéré. Et au regard de ce tour d'horizon pluridisciplinaire, non seulement la contemplation est avérée un état de grâce, je dirais, et qu'on voit que cet état de grâce n'est pas quelque chose de passif, on le verra dans la diapositive suivante,
mais qu'il se présente comme une émotion que je dirais reliante, une résonance, pour reprendre les termes d'Hartmut Rosa. Alors, trois exemples d'écrivains. Rilke parle de mélodie des choses, Albert Camus de jour de noces avec le monde. Nous étalons tous l'heureuse lassitude d'un jour de noces avec le monde. Oui, il suffit d'un soir de Provence, d'une colline parfaite, d'une odeur de sel pour apercevoir que tout est encore à faire. Et puis Julien Gracq, 1960, Le sentiment de la merveille. Ensuite, deux autres références de naturalistes, Rachel Carson, naturaliste américaine. Alors, ses propos sont, en 1911, elle est décédée, hein, c'est le recueil de ses textes. Et Rachel Carson parle du sens de la merveille, hein, en tant qu'écologue. La merveille unique est que d'avoir vécu dans ce monde et dans nul autre. Et finalement, elle reprend en ce sens ce que Thoreau, dans Walden, à la fin du 19e, avait déjà évoqué, comme Emerson, où que je sois assis, là où je pourrais vivre, le paysage rayonnait de moi en conséquence. Donc c'est bien cette idée, vous voyez, d'une émotion reliante ou d'une résonance par Rosa. Et je reprends les deux ouvrages que j'avais évoqués en introduction de la part de spécialistes du paysage. On parle de mise en scène du monde ou de sentiment du monde. Donc on voit bien que la beauté des paysages provoque un état de grâce et qu'il ne s'agit pas pour autant justement d'un sentiment, d'une émotion passive. Alors avant de montrer le type d'action que ça engendre, je voulais vous montrer cette exposition à Montréal, à côté de la suivante que je vous présenterai ensuite. Je reviendrai sur la beauté sauvera le monde, mais vous montrer que voilà, sur la droite, c'est l'introduction de l'invitation à regarder cette exposition. Et on voit deux choses. On voit que d'une part, il y a les propos, je dirais, des sociétés qui considèrent qu'il faut une déclaration avec un D majuscule à la nature, à la terre, à la beauté des paysages, et que de l'autre, il transparaît que la nature deviendrait presque un agent qui nous propose, qui se présente, qui s'offre à nous comme une offrande, en fait, aux sociétés. Alors, rapidement, vous voyez que dans ces extraits de texte, l'exploration donc des sens, je reviens à l'aïsthésis, polysensorielle, émerveillement et harmonie des formes et des couleurs partout dans le monde, la nature sans obligation nous offre le cadeau de la beauté. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, il est question, vous voyez, d'admirer avec respect cet écosystème. Et on voit bien que dans le paragraphe suivant, la nature révèle sa diversité à travers la cohabitation de la vie sur Terre, dans le ciel et en mer, où la beauté réside partout. C'est-à-dire que cet écosystème, il est partout. On en est au stade de la grandeur nature, la grandeur au sens de la majesté. Et puis, vous voyez que dans l'avant-dernier paragraphe, la nature offre aussi des instants simples et purs. Donc là, on s'identifie à cette déclaration de la nature. Nous sommes donc des êtres authentiques qui aimons ces instants de paysages simples et purs. Et puis enfin, l'introduction termine, même les conditions les plus difficiles, dans les conditions les plus difficiles, notre environnement dévoile une beauté transcendante. Donc, vous voyez que déjà, on se rend compte que par la beauté, l'entrée de la beauté du paysage, de la nature, du monde, on voit bien que déjà, il y a un peu un glissement qui s'opère, en tout cas deux regards, entre un point de vue anthropocentré de la beauté sur le spectacle, mais que le spectacle du paysage commence à devenir aussi un agent, finalement, considéré comme un agent de la beauté envers les sociétés. Donc, ceci étant dit, la beauté du paysage donc est une contemplation très active, et effectivement, elle n'est pas passive. Et de fait, on voit que elle est effectivement, c'est avéré qu'elle est un levier de l'engagement environnemental. Alors, à ce premier niveau, je reprends bien entendu La beauté sauvera le monde que j'avais repris dans mon titre, emprunté à Dostoïevski dans L'idiot, fin du 19e. Dans les propos de Dostoïevski, il entendait la question de l'éthique aussi et de l'esthétique. C'était pas simplement. Mais bien entendu, ici, je vous montre simplement trois exemples
hein, qui m'ont intéressée dans le cadre de cette démonstration, qui ont recours. Alors, la beauté, Sauver la beauté du monde de Jean-Claude Guilbault, qui est un journaliste, euh, qui a commencé comme journaliste de guerre, et puis qui a écrit cet ouvrage où il nous parle de changer de regard, de décider de voir la beauté, d'abord de s'émerveiller, mais de décider de la voir. Et ce chant du monde nous rappelle que la beauté est rare et précieuse, qu'il faut la chérir, s'en émerveiller, etc. Je reviendrai sur cet aspect. Ensuite, j'ai choisi un deuxième ouvrage qui est un ouvrage qui relève du monde de l'art, une sélection de peintures, et là, autour, je dirais, du 19e, de la peinture romantique, un peu aussi dramatique, et du pittoresque, autour de cette question, donc quand l'homme, vous voyez le sous-titre, quand l'homme contemple l'univers. Et donc, ce ne sont, pour ainsi dire, quasiment que des tableaux de paysages à différentes époques, qui partent de cette dimension déjà mélancolique, romantique, puis au pittoresque. Et enfin, sur la droite, vous voyez comment le curseur se déplace. J'aurais dû inverser finalement la première et le deuxième ouvrage. Dans un numéro spécial édité par Géo, La beauté sauvera le monde. Et là, vous voyez clairement le message, le paysage qui est là. C'est comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un paysage un peu du désastre, de la fin du monde. C'est un paysage arctique, où vous voyez, c'est la fin, voilà, de la banquise, où déjà ça donne le ton de cette évolution des critères de la beauté du paysage, du pittoresque. Elle sauvera le monde, et puis finalement arriver à des préoccupations environnementales. Alors du coup, je poursuis cet essai de démonstration, donc là aussi pluridisciplinaire. On voit bien que donc la beauté, donc loin d'être passive, engendre un éveil, pour le moins, ou un éveil ou une prise de conscience, mais elle est un déclic pour agir, ou une prise de conscience que c'est un devoir. Nous avons un devoir de responsabilité. Alors Berléand, qui a écrit sur l'esthétique du paysage, lui parle d'esthétique engagée. Burtynsky, dont nous verrons l'œuvre tout à l'heure, qui était un ingénieur chez General Motors et qui s'est converti en photographe avec pour mission d'éveiller les consciences par la beauté des paysages du désastre. La beauté a pour mission d'éveiller. Grâce à elle, les êtres humains peuvent être beaucoup plus conscients de l'impact de leur action. Combien de temps pouvons-nous encore nous voiler la face? Et c'est son travail, Burtynsky, c'est sa mission. Ensuite, une autre expo à Montréal l'année dernière, Expo Nature-Ville, Immersion, une exposition immersive dans la nature, et bien entendu dans l'esthétique, puisque là, on a des vidéos, on a des sons, on a des sens, et on nous dit que là où les mots échouent, sous-entendu les, les dictates un petit peu écologiques ou les injonctions à mieux faire, eh bien peut-être l'art, la beauté allument une étincelle de prise de conscience et d'action, et peuvent finalement s'avérer un catalyseur d'optimisme. Et puis pour terminer, Gou, qui lui est un ingénieur et qui s'est lui aussi consacré à son association, on va le voir tout à l'heure. Il dit que la beauté, alors lui c'est la beauté vue d'un satellite, prise de conscience écologique, la beauté de la Terre, de la planète, c'est une ligne de crête entre état de grâce et sidération, et qui provoque un shift, une action. Sur la droite, alors deux exemples très ordinaires, un hors-série de Géo, La planète plus belle, c'est possible. Et vous voyez qu'on vous donne un petit tour du monde d'expériences crédibles qui vous engagent, qui peuvent motiver, inspirer pour faire. Et puis en bas à droite, à Pont-des-Chéris, dans la ville, le quartier on va dire, de l'ancienne colonisation franco et anglophone. Vous voyez ce panneau qui est quasiment, vous voyez, début de siècle, 20e. La beauté, c'est notre ville, et notre devoir est de la maintenir. Et là, ça va bien au-delà déjà que de faire attention aux déchets, de mettre des poubelles. On va mettre des pots, du végétal sur les trottoirs, ce qui n'était pas du tout dans la culture indienne, à tel point qu'on ne peut plus marcher sur les trottoirs. Mais vous voyez, voilà, cette question de la beauté aussi du quotidien, de l'ordinaire, qui induit une action, des interventions. Alors, ça induit une intervention, et donc, mais finalement, ce n'est pas n'importe quelle
beau paysage qui va entraîner l'action. Et dans ce tour un petit peu de la littérature et des actions, on constate que, comme le dit donc Jean-Pierre Gou, l'émerveillement est concomitant du sentiment de vulnérabilité. Et de plus en plus, effectivement, aujourd'hui, la source d'inspiration du paysage, c'est plus ça a été la montagne, ça a été la mer, ça a été la banlieue, c'est vraiment cet environnement qui va devenir une source d'inspiration du beau. Alors, vous voyez sur la gauche, donc Jean-Pierre Gou, l'expérience de la beauté, de la fragilité peut-elle sauver le monde? Il nous dit bien que l'émerveillement est concomitant avec le sentiment de vulnérabilité, de la peur de perdre, et l'action pour qu'on ait tous le désir de protéger la planète. Et la beauté motive l'action et non la sidération, parce qu'on va voir que c'est plutôt le moche qui engendre la sidération, c'est pas le beau. Et la fatalité du ça va mourir, voilà. Et c'est donc les paysages qui existent encore. C'est corroboré par Rachel Carson dans le sens de la merveille qui dit plus nous pourrons concentrer notre attention sur les merveilles, les réalités qui nous entourent, moins nous aurons envie de les détruire. Et Orsena, lui, pareil, dans La Terre à soif, c'est plus qu'un appel, c'est bouleversant, c'est vital. Mille émerveillements nous attendent, de plus en plus accompagnés d'effroi. Donc, dans ces trois perspectives, ce sont les paysages qui ne sont pas encore détruits, mais qui restent, et qui ce sont ceux qui restent. Et si on n'a plus cela, c'est la fin. Mais c'est un registre de la beauté de paysage qui existe encore et qui n'est pas encore esquinté, abîmé, mais dont la sensibilité relève d'une sensibilité écologique comme source d'inspiration de la beauté. Et puis là, pour terminer sur ce registre, cette autre exposition, donc immersive, nature vive, je ne lisais pas forcément juste cet extrait en dessous que j'ai sélectionné, un spectacle émouvant nous rappelant l'importance de préserver toute la magie qui habite notre merveilleuse planète et renforcer le désir d'agir pour respecter les engagements écologiques de la COP, etc. Donc on voit bien que en lieu et place d'injonctions écologiques, etc. Voilà, ça corrobore l'idée que ce sont les paysages, les beaux paysages qui nous restent encore, qui peuvent nous conduire à l'action et à l'action donc de les protéger. Cette image, bien entendu, que vous retrouvez toujours dans le même sens de l'ONG WWF qui passe par le paysage. Alors, bien entendu, c'est un photomontage et qui vous montre combien le paysage de la forêt, la forêt ou la forêt amazonienne, mais la forêt, c'est l'image de la métaphore des poumons, donc une conscience environnementale et la déforestation. Et en haut à droite, cette petite mise en abîme de Cousteau, on aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime. Donc on retrouve voilà cette idée du beau qui existe encore, avec pourtant un registre de sensibilité, je dirais peut-être postmoderne, l'écologie, l'environnement, mais que c'est vraiment par la beauté et qu'elle va donner le goût d'agir, de servir à la cause environnementale. Alors là aussi, j'ai pris vraiment au hasard, quand vous regardez alors sur Arte ou ailleurs, dans les documentaires, eh bien, Merveille de la nature, on regarde vraiment, il y a une mise en abîme des questions écologiques qui passe par cette question de la beauté pour protéger, quel avenir pour ces écosystèmes sur la gauche, et puis sur la droite, un point de vue, là, je dirais plus paysage, d'une étude de cas que je vais évoquer tout à l'heure, la rivière Magpie, où finalement, entre autochtones et écologistes québécois, il y a eu la congruence d'une préoccupation environnementale commune malgré deux points de vue de culture d'être au monde différents. Et c'est la beauté du paysage qui les a permis aussi de mutualiser leur lutte. Alors un autre exemple rapidement, parce que finalement, je n'ai pas regardé l'heure. Un exemple là, urbain. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi cet exemple? Alors, ce sont les terrasses du Verger au Mans. Et il s'agit, vous voyez, dans une dent creuse en fait de la muraille, d'avoir eu recours, de se dire qu'est-ce qu'on va faire là?
Et il y avait l'idée d'écologie urbaine, d'agriculture urbaine, etc. Et là, pourtant, il s'agit d'un projet sans paysagiste, mais avec des associations qui traitent des jardins, donc cours et jardins, les croqueurs de pommes, etc. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on voit là aussi le concours des préoccupations paysage, la beauté du paysage, là, du design, plus que du design, et environnemental. Donc vous avez sur la droite les remparts gallo-romaines qui sont révélés de plus en plus là sur du Mans, qui vont être, en tout cas, qui font l'objet d'un dossier classement UNESCO. Et finalement, 150 mètres plus loin, vous avez ce projet et vous voyez combien, alors à la fois, quand je parle de design et de beauté, eh bien finalement, on a repris le vocabulaire de ces terrasses qui existaient, c'est-à-dire les terrasses historiques où c'était la première ceinture verte vivrière autour des remparts de la ville. Il n'y avait pas d'agriculture dans les villes du Moyen Âge, c'était juste au port de la ville. Et puis vous voyez surtout, vous reconnaissez là le design en fait, la réinterprétation de Genius Loci, finalement, on pourrait dire, des murailles, je dirais, gallo-romaines sur la droite. Donc voilà, c'est un exemple urbain aussi pour vous montrer que la beauté, elle est toute simple, elle est partout, y compris en ville. Alors maintenant, autre registre qui en appelle aussi à l'action. Alors là, c'est la beauté des paysages détruits. Alors la beauté, on peut l'appeler chant du cygne, ou comment sublimer le désastre. Et là, ce registre, donc le paysage, là, n'est plus. Hein. Donc finalement, ça nous appelle à une action. Ces paysages sont les sublimes horreurs. Et donc comment, là, c'est plutôt comment s'arrêter. Hein. L'autre registre, c'était comment protéger ce qui nous reste et qui n'est pas forcément des paysages pittoresques. On est dans un nouveau registre. Et là, c'est comment on va arrêter. Alors, de sensibilisation à ça, le paysage anthropique, EN, de Robert Smithson, et qui, lui, est finalement contemporain, lui aussi, de la crise de l'environnement des années 70, et le travail de Burtynsky. Alors, le paysage anthropique EN, parce que c'est un terme de thermodynamique, et qui montre comment on va passer d'un système à un autre avec un moment finalement de désorganisation du système, un moment de rupture. Et donc, Robert Smithson s'empare de cette notion, et c'est lui qui le dit, le paysage anthropique, bien qu'il fasse du land art et que land art, c'est pas landscape art, en tout cas, il contribue à cette prise de conscience. Vous voyez sur la gauche, dans son ouvrage de paysage anthropique, on voit évidemment les désastres et l'action de l'homme qui se déverse sur, alors plus le land que le landscape. Et puis sur la droite, une des œuvres les plus connues, Spirale Jetty, qui est finalement l'incarnation de cette spirale à un moment avant qui arrive. Vous voyez l'individu qui est au milieu, alors je ne sais pas si c'est Smithson ou un autre, mais on est vraiment au stade de la rupture éventuelle du système, de sa désorganisation. Et est-ce qu'il va y avoir une autre spirale qui reprend, la vie reprend. Et j'ai choisi cette illustration pour vous montrer que, vous voyez, on se pose la question, finalement, cette spirale Zeti se dégrade. Et est-ce qu'on doit la sauver, cette œuvre, ou est-ce que par nature, par essence, puisqu'elle est faite pour incarner l'entropie du monde, est-ce qu'il ne faut pas la laisser, donc se dégrader, la laisser à elle-même, et que ce soit finalement une intention de l'artiste. Deux autres appels dans ce registre de la beauté, de la beauté des sublimes horreurs. Donc Burtynsky, donc je le rappelle, qui a travaillé chez General Motors et qui à un moment se dit, moi je veux changer de mission et je veux passer de l'autre côté que du côté obscur. Et vous voyez, donc on a, alors bien entendu, il y a un côté Georges Bertrand, mais là son message, il est différent. Et il dit, vous voyez, malgré son intention esthétique, puisqu'il dit c'est ça qui incite à l'action, plaire n'est pas la fin de ce travail, n'est d'une exigence éthique autant qu'esthétique, la beauté a pour mission d'éveiller,
Grâce à l'art, donc les individus vont être beaucoup plus conscients de ce qu'ils font, et il appelle ça les paysages de l'Anthropocène, hein, cette collection. Et il nous dit, liés aux écosystèmes abîmés, des déclics, et finalement, c'est de se rendre compte, c'est les conséquences de notre action sur la planète. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est de nous dire stop. Mais c'est de nous interpeller quelque part par la beauté, hein, et pas par simplement des dossiers. Je veux dire, on aurait pu prendre le GIEC. Vous voyez, on a un paquet de données objectives sur cette catastrophe un peu environnementale, mais là, c'est l'idée de montrer le beau du dramatique parce qu'on sait que la beauté est donc un levier d'action. Je terminerai par ses œuvres, là, toujours dans le même registre, donc avec Jason de Kertelor, alors à Lanzarote ou à Marseille, en Espagne. Donc, alors, est-ce que pareil, on parle de paysage, mais en tout cas, vous voyez bien que l'idée, c'est qu'il montre qu'on parle d'anthropocène et il dit que c'est peut-être le plus sinistre des parcs d'attractions. Donc, c'est en ce sens que je l'ai mobilisé. Sur la gauche, il s'agit bien d'un paysage, hein, d'une œuvre artistique dans le paysage et qui nous montre voilà, ces paysages de la faim et bien entendu à droite où finalement, bah, quelque part, la nature nous bouffera. Voilà, hein. Et que donc cet appel de la beauté où finalement la société n'est pas moche. Et si on avait su, hein, la société dans l'environnement, donc avant que nous soyons noyés par l'Anthropocène, voilà. Autre aspect maintenant, c'est quand la beauté s'en va. Alors, est-ce que tout s'en va? Alors, dans Les émotions de la Terre, Glenn Albrecht parle bien donc d'un nouveau monde, hein, de nouveaux paradigmes et la nécessité de créer de nouveaux mots pour en parler. Et donc, il crée voilà, le néologisme de solalstalgie ou comment réagir face au deuil écologique. Donc, ce n'est pas le deuil écologique, hein, mais c'est comment réagir. Et donc, c'est le sujet notamment de Emma Walton, donc ma doctorante qui travaille sur ce projet avec l'Université d'Arizona, Wonder, le programme Wonder. Et donc, simplement, donc, pour dire, vous voyez, voilà, cette représentation artistique dit tout. Vous avez au premier plan bah, la société, un individu qui est avec un imperméable. Vous voyez le côté complètement décalé avec un imperméable et face à lui, bah, le désastre de la sécheresse, de la disparition du paysage et de l'eau. Donc, il est encore là. Mais donc, voilà, cette douleur finalement sociétale, quand la beauté s'en va, est-ce que tout s'en va? Est-ce que toute la matérialité du paysage s'en va? Est-ce que nous, euh, est-ce que toute notre sensibilité, pour le coup, s'en va, puisqu'elle passe par le sentiment d'appartenance, la fierté, l'attachement, etc. Alors, voilà cette parenthèse, puisque c'est un travail. Alors maintenant, pour terminer, aussi petite, voilà, quand le paysage est moche, alors là aussi, est-ce que tout s'en va? Donc, je ferai très court là-dessus, mais puisqu'on est parti de l'idée de la beauté du paysage, ses, ses, ses vertus, hein, reliantes, etc., son aptitude à l'action. Alors, quand le paysage est moche, alors j'ai pris bien entendu le vocabulaire de la France moche, et puis j'ai mis en face euh, et en parallèle, et je ne voudrais pas que ce soit en parallèle pourtant, le travail de Venturi qu'on connaît bien, l'enseignement de Las Vegas. Alors, d'un côté, c'est qu'est-ce qui est moche pour les uns, qu'est-ce qui est moche pour les autres, puisque là, Jackson, hein, dans son travail sur le paysage, le dit, les gens qui ont trouvé ça beau, hein, parce que voilà, ce sont peut-être ceux qui sont restés sur le bord du chemin. Hein. Ces illusions sophistiquées étaient de confondre, d'émerveiller un public avide de plaisir visuel, de divertir ceux qui peut-être n'étaient pas capables de suivre le cheminement. En tout cas, vous voyez cette petite symbolique sur son ouvrage, la boîte, hein, ce qu'on appelle la boîte à chaussures, nous, l'indigence paysagère, donc le contre-pied de la beauté. Il revendique de manière très provocatrice I am a monument, c'est-à-dire voilà. Mais toujours est-il que voilà, c'est moche pour qui, pourquoi, mais toujours est-il que si la beauté tend vers l'action, si on peut dire, là pour reprendre le terme, la mocheté, la laideur engendre tend beaucoup plus
vers la prostration et la sidération. Enfin, avant-dernière facette de ce prisme, quand la beauté est dans tout, et peut-elle être partagée si elle est dans tout? Alors, sur la gauche, j'ai choisi donc un panneau de cette exposition qui est en cours au château de la Roche-Jagu dans les Côtes-d'Armor, que je vous recommande, L'Esprit de la nature. Et il y a ce panneau, alors vous voyez le paysage donc du nord de l'Arizona, hein, du Grand Canyon, et cette voie, la pensée Navarro, la voie de la beauté. Alors, dans cette pensée, les autochtones ont une pensée holistique hein, qui ne distingue donc pas du tout le paysage, l'environnement, le monde des choses, le monde des sensibilités. Et vous voyez qu'en bas de ce texte, cet hymne en fait à la beauté, hein, qui est là pour un rite, qui peut être un rite de guérison, de passage à l'âge de la puberté, un mariage, la réussite d'un projet, etc. Donc, dans la beauté, je marche. Avec la beauté devant moi, je marche. Avec la beauté derrière moi, je marche. Avec la beauté au-dessus de moi, je marche. Avec la beauté autour de moi, je marche. La beauté est revenue. Donc, vous voyez cet appel à la beauté et qui m'a amené à vous montrer, parce que c'est devenu un parc national. Tous les Navarros ne vivent pas dans ce parc national, mais en fait, c'est un parc national. J'ai pris cet exemple parce qu'effectivement, Depraz le dit, c'est une question de protection, bien entendu, mais avant tout, un élément, en tout cas, envisagé, alors culturel ou naturel, envisagé dans sa dimension esthétique et paysagère. Et là, pour le coup, on a deux cultures en présence avec donc deux rapports à la beauté différents, sauf que, comme on va le voir pour la rivière Magpie par la suite, eh bien là, il y a cette beauté holistique du monde tel que les Navarros le vivent. Et puis, là aussi, il y a eu un monde commun avec cette idée de la beauté des parcs nord-américains, qui est celle de la nature sauvage et du wilderness. Donc, d'un côté, voilà, l'influence de cette beauté holistique, de plus en plus aujourd'hui, et quand effectivement, lors de cette exposition, il y avait une présentation d'un Paoni et qui disait que l'administration Biden s'était tournée vers récemment, hein, depuis la Déclaration des droits autochtones de 2007 par l'ONU, l'administration Biden se retourne vers ces autochtones comme mode d'inspiration de gestion maintenant un peu plus appropriée. Voilà. Et donc cet autre exemple, Amérique du Nord, Canada, la rivière Magpie. Tout à l'heure, on était dans le parc national. Là, c'est un autre mode d'intervention sur le territoire qui est la personne morale. Et pour une rivière, alors ça peut être pour une montagne, ça peut être pour une forêt, voilà. Là, cet exemple, donc c'est une rivière qui est à l'embouchure du Saint-Laurent, ce qu'on appelle la côte nord, pas très loin de Saint-Pierre-et-Miquelon, Terre-Neuve, etc. Et on est en territoire au Québec, hein, mais aussi en territoire autochtone. De part et d'autre de cette rivière Magpie, les autres grandes rivières nord-sud qui se jettent dans le Saint-Laurent ont été harnachées avec des barrages pharaoniques. La rivière la Manicouagan, la rivière romaine, etc. Et cette rivière Magpie, qui pourtant avait eu déjà un petit barrage dans les années 60, voilà, Hydro-Québec s'est tourné vers la Magpie en disant maintenant ça va être le tour de la Magpie, parce que quand même l'ironie du sort, c'est que l'hydroélectricité est avancée comme une énergie verte. Donc vous voyez que là, dans la pensée occidentale, c'est le beau de qui pour qui. Alors, une énergie verte, une énergie propre. Alors, l'étude d'impact a commencé à être faite et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, c'est d'un côté les Inuits, hein, pas les Inuits, les Inuits qui vivent, donc leur territoire, c'est le Nitassinan. Alors, ils sont canadiens, québécois, hein, mais ils ont encore leur appréhension du monde, hein, qui est encore vivante, malgré la colonisation. Et donc, ils se sont opposés au harnachement de la rivière Magpie. Et de l'autre côté, ce ne sont pas les Québécois en général, ce sont les environnementalistes québécois leurs efforts se sont mutualisés et ils ont déposé un dossier à la COP 15 et
là, l'idée, qu'est-ce qui a fait commun? C'est l'idée de la protection d'une personne morale. Alors, c'est la même idée hein, sur le Parlement, l'idée du Parlement de la Loire, l'appel du Rhône, hein, donc cette influence comme ça. Mais donc, il y a eu, je l'ai dit en introduction, là, qu'est-ce qui a mutualisé l'effort de ces deux groupes? Parce que ce ne sont pas tous les Occidentaux, hein, ce sont les environnementalistes québécois. C'est d'une part ce rapprochement de l'idée de nature, une vision holistique d'un côté, une vision écocentrée de l'autre, et puis, eh bien, la question de la beauté du paysage, avec là aussi des registres différents. Le wilderness, qui est encore un registre assez actif dans la beauté des paysages pour les environnementalistes, et de l'autre, la beauté de la terre-mer, et comme pour les Navarros, une beauté qui est une dimension qui rayonne, alors là, pour le coup, qui est reliante jusqu'au cœur des individus, au sens humain et non humain. Un autre exemple, le parc national je reviens donc sur l'idée d'un parc national avec avant tout l'idée, donc c'est pas une protection de la nature en tant que telle, mais protection de la nature parce qu'il y a une reconnaissance d'un paysage emblématique. Et là, ici, vous voyez cette zone, c'est un parc national récent et c'est une zone humide très, très, très vaste. Et vous voyez que cette intervention minimale, mais paysagère, je n'ai pas dit paysagiste, mais paysagère, a fait que cette zone, si elle n'avait été que protégée, aurait été protégée, certes, mais par contre aurait été complètement inconnue, finalement, pas des non-humains, mais des humains. Et là, vous voyez cette mise en scène qui est très légère, alors qui permet d'abord de le parcourir, d'avoir une expérience kinesthésique, physique aussi hein, de ce paysage, et pas que la vue. Alors, vous voyez, mon idée, c'était de vous montrer ça, pour vous montrer que c'est par la beauté que cette zone humide est devenue finalement un spectacle, et que réciproquement, c'est parce que c'est devenu un spectacle que on a protégé sur autant d'hectares ce territoire. Et puis en haut à gauche, à ma grande surprise, à l'entrée du parc, voilà le panneau, et qui, selon moi, mon interprétation, toujours est-il, parce qu'il n'y a pas en Lettonie, il n'y a pas d'autochtones, il n'y a plus d'autochtones dans cette partie de l'Europe du Nord, puisqu'on est au sud de la Baltique, c'est finalement, vous voyez, l'influence, encore une fois, entre les environnementalistes occidentaux et quelque part une forme d'inspiration de cette dimension holistique du rapport à la nature, et qui inclut également la beauté. Ici, quelque part, c'est la terre-mer ou mer-nature. Et puis enfin, je terminerai par ce dernier aspect qui est peut-être quand même un questionnement, puisque l'idée, c'était de faire un petit peu une démonstration sur les vertus, le cercle vertueux, en fait, de la beauté des paysages. Mais effectivement, alors il y en aurait d'autres, hein, des effets pervers ou certains enjeux. Donc là, je voudrais vous montrer quelques exemples. Alors les enjeux, effectivement, ça, les paysagistes le savent, c'est la question de la médiation. Je vous ai montré deux exemples où justement, c'était la beauté du paysage qui permettait de faire monde commun. Alors l'exemple ici, tout simplement, ce qu'on appelle le réensauvagement hein, aujourd'hui. Bon, c'est pas forcément beau pour tout le monde encore. Donc voilà, le réensauvagement, le zéro phyto en fait hein, sur les trottoirs de la mairie de Paris. Il a fallu après avoir expliqué pourquoi c'était comme ça, parce que certaines générations disaient nous on paye nos impôts, et finalement ils considéraient ça comme du laisser-aller. Alors c'était il y a 15 ans. En bas, vous avez, exemple à Montpellier, voilà ce qu'on appelle un quartier sauvage. Et donc, est-ce qu'il va, il va y avoir l'intervention d'un paysagiste ou pas? Et donc, justement, voilà, cet exemple aux États-Unis, à Cleveland, qui a été réalisé par Anna Hahn et qui défend l'idée voilà, d'écologie esthétique dans sa thèse qu'elle a soutenue ici il y a quelques mois. Donc, sur la gauche, elle nous montre comment on est dans le Cleveland, c'est dans les prairies, ce grand paysage emblématique hein, américain. Et donc, Cleveland est à côté, et avec cette évolution, ces nouvelles préoccupations environnementales, etc.,
Donc l'idée a été de reconcevoir, de ramener, réensauvager la ville de Cleveland dans les moindres interstices. C'était finalement une sorte de trame verte à la manière des écosystèmes, donc des prairies. Donc les écologues, les naturalistes, l'écologie du paysage euh, a donc créé ce dispositif de corridors, de parcelles, etc. Et puis ben, le problème, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, ça a complètement périclité. Ces écosystèmes ne parvenaient pas à fonctionner d'abord en eux-mêmes, et ils ont été extrêmement dégradés, hein, c'est même pas non entretenus, mais dégradés par les habitants. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un appel fait à des paysagistes, qui sont donc eux aussi hein, naturalistes en partie. Donc, ils ont travaillé dans un collectif, et vous voyez sur la droite, ben, finalement, ce qui a été fait, c'est on a repensé l'écosystème des prairies et qui fonctionne complètement en termes d'écosystème, mais avec une dimension donc esthétique. Et à partir de ce moment-là, certains habitants ont même demandé est-ce que c'est possible que vous veniez repenser notre jardin. Donc vous voyez voilà, cette distinction. Et puis, alors très rapidement, je n'ai pas vraiment pris le temps de déployer, mais c'est quelque chose qui m'a interrogée, cette question du landscape urbanism, puisque finalement, à la source du landscape urbanism, donc c'est à peu près depuis les années 2000, une ancienne de chez nous, donc Anaïs Léger-Smith, a développé enfin, a fait sa thèse, hein, consacré sa thèse sur cet aspect-là. Et finalement, c'est comment les paysagistes peuvent s'emparer, orchestrer, parce qu'emparer, ça pourrait dire que signifier confisquer, c'est pas ça, mais peuvent être à même, en équipe pluridisciplinaire, de créer finalement du beau écologique et s'inspirer aussi finalement de l'écologie en termes de design. C'est quelque part un chantier, enfin en tout cas une perspective qu'avait commencé Olmsted, fin du 19e, Olmsted, contemporain de Thoreau, d'Emerson. Donc cette question, voilà, on les qualifie de certains pères de l'écologie, d'autres pères des paysagistes. En fait, c'était quelque chose qui était déjà lié et qui finalement voilà, depuis une vingtaine d'années, montre comment, là aussi, le paysage, et donc, entre autres, hein, la dimension de la beauté peut être une motivation et qui est une congruence entre beauté du paysage et environnement. Et puis, comme effet pervers, pour terminer, la question de la gentrification. Alors là, bien entendu, la gentrification, c'est là dans le paysage remarquable, hein, l'effet waouh. Mais finalement, on sait déjà hein, que pour les jardins publics, ça aussi, les jardins publics, c'était une préoccupation hygiéniste. Et puis, il y avait quand même de l'art des jardins. Et encore aujourd'hui, on sait que les jardins publics ont une double dimension. Hein, et bien entendu, cela engendre forcément hein, une gentrification. Pour ce qui est des parcs nationaux, ça aussi, on parle de wilderness gentrification maintenant, autour de tout, voilà, les parcs nationaux. Et j'ai choisi aussi comme autre exemple les labels paysage, parce que là, il y a le mot paysage, hein, culturel de l'UNESCO, au Portugal, notamment autour d'Evora. Le Évora a été classé donc patrimoine à l'UNESCO et ce paysage qui était un paysage très peu productif, un paysage un peu marginal, un paysage dur politiquement au niveau des sols, etc. On a même à un moment qualifié ces territoires d'un pays de plouc. Et eh bien, ce territoire est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle le dernier jardin d'Europe, au sens où il coïncide tout à fait avec un vaste jardin à l'anglaise, avec les troupeaux de moutons, de cochons qui paissent en liberté, ces collines à l'infini, et ces bocteaux, ces bosquets de chênes verts, de chênes lièges, voilà, et d'oliviers. Autre exemple, et donc on ne peut plus, les Alentejans ne peuvent plus habiter chez eux. Donc les fermes sont reconverties en résidences secondaires, et donc ce sont soit les urbains hein, qui achètent comme résidence secondaire ou à l'international, et donc les prix montent, etc. Et donc c'est un peu la même chose finalement pour le patrimoine, le label paysage culturel de l'UNESCO,
qui, euh, finalement, paysage culturel, hein, pas paysage naturel. Et donc, d'un côté, c'est le Jardin de la France avec ses parcs, etc., Jardin, parc de la Loire, tout un historique aussi autour des représentations littéraires, etc. Et en même temps, le revers, enfin, ou le revers, non, le double finalement effet waouh, c'est la Loire qui, paradoxalement, est qualifiée de dernier fleuve sauvage d'Europe. Alors là, ça donne deux, vous voyez, deux cordes sensibles à cette exception. Alors, je me passe de lire les textes que vous avez en dessous, là, prestigieux, majestueux, naturel, unique, singulier. Et donc, ça donne quoi? Eh bien, ça donne, bah, là aussi, il y a une gentrification. Et que donc, pour donner juste un détail, donc les îles de la Loire qui n'étaient pas très prisées, eh bien, et où finalement les habitants qui vivaient là s'en accommandaient tout à fait, eh bien aujourd'hui, en gros, pour faire court, plus c'est inondable, plus c'est cher. Ça veut dire plus c'est inondable, plus on peut avoir une résidence avec balcon sur Loire, c'est-à-dire être dans la Loire, ben, c'est plus c'est cher parce qu'en fait, ce sont des résidences secondaires, les gens ne vivent pas là l'hiver. Donc, voilà. Donc, autre effet voilà, de gentrification de la beauté des paysages. Alors, je terminerai par juste deux éléments, un de la Convention européenne du paysage, l'autre du Code de déontologie du paysagiste concepteur. Dans cet extrait de la CEP, on voit que la beauté du paysage, c'est pas dit comme tel, mais c'est quand même voilé. C'est une mission de la CEP. Le paysage, donc patrimoine culturel et naturel, ça on le savait, contribuant à l'épanouissement des êtres humains, on peut quand même imaginer que la beauté soit un des éléments qui contribuent à l'épanouissement du paysage. Et puis, composante essentielle du cadre de vie, là aussi, on peut quand même imaginer que la beauté fasse partie de ces composantes et que, voilà, qualité de vie des populations. Alors là aussi, et d'espaces remarquables comme ceux du quotidien, bien sûr. Et avant la conclusion, on voit bien qu'elle apparaît aussi dans le code de déontologie des paysagistes concepteurs, dans le respect de l'intérêt général qui s'attache à la qualité esthétique, culturelle, environnementale et sociale. Je jure, comme paysagiste concepteur, d'exercer ma profession avec conscience, etc. Voilà. Alors en conclusion générale, je voudrais dire que la beauté des paysages ou sa dimension esthétique est donc bien plus qu'un décor, pas plus qu'elle ne serait un chant des sirènes avec des promesses trompeuses. La beauté des paysages constitue, à mon sens, une caisse de résonance. Alors, à mon sens, au sens de toutes ces références que j'ai mobilisées, constitue une caisse de résonance avec différents registres de sensibilité et de résonance de la beauté des paysages, qui se déplacent avec une amplitude de tonalité, de l'ordinaire à l'extraordinaire, de l'effet waouh extatique à l'ordinaire extra, et jusqu'au beau brisé, le beau catharsis en fait un peu dystopique. Et enfin, par contre, le moche qui, lui, n'a pas de vertu engageante, on l'a vu. Ensuite, deuxième point, en conclusion, une caisse de résonance reliante. La beauté a c'est une aptitude reliante au monde et qui s'avère présentement, on l'a vu, ce que j'appelle un stimuli environnemental, qui provoque donc une prise de conscience, un éveil, une action, un engagement. La source d'inspiration donc n'est plus le pittoresque, mais la vulnérabilité de l'environnement, principal moteur d'action ou d'esthétique engagée. Les beaux paysages qui disparaissent, inspirés par, dont la source d'inspiration est environnementale, les stigmates paysagers de l'anthropocène et du désastre, paysage donc anthropique EN ou anthropique AN. Et puis enfin, il y a deux choses. L'élan de la beauté grandeur nature, ou prise à bras le corps par les cultures autochtones, qui ne sont pas si négligeables, et notamment le retour, le transfert d'influence aujourd'hui, dont l'influence holistique inspire de plus en plus une nouvelle perspective éco-centrée, biocentrée de l'environnement. Et notamment, donc j'ai parlé du Parlement de Loire ou de l'appel du Rhône, mais voilà, il y a différents exemples qu'on peut retrouver dans, je vous dis, dans différents motifs en fait du paysage outre les rivières. Et
l'élan de la beauté, donc, est quelque chose de rassembleur un petit peu, on l'a vu, comme une hymne partagée, alors pas par tous, mais en tout cas, il peut transcender différentes cultures et différents niveaux de société dans différentes cultures. Donc finalement, il y a l'élan de la beauté, et puis en revanche, bah, si on revient à cette question de la retenue de la beauté, bien, on a tort de s'en priver, mais par contre, il y a quand même un effet pervers, et il y en a certainement d'autres que celui de la gentrification ou de l'exclusion. Donc, tel qu'annoncé en introduction, pour finir, cet essai se voulait donc plus un appel ou une invitation à reconsidérer, à revaloriser la puissance évocatrice de la beauté des paysages, parmi d'autres puissances évocatrices inhérentes, consubstantielles du paysage, et je dirais peut-être du paysage postmoderne, et non du paysage pittoresque, bien sûr. Peut-être aussi, malgré tout, est-ce que cette démonstration est suffisamment probante pour avérer que la beauté des paysages est une aménité environnementale? J'ai parlé de stimuli environnemental. Et est-ce cela que signifiait alors Lassus et Pénat lorsqu'ils parlaient d'hypothèse pour une troisième nature, ou Foléa dans l'archipel des métamorphoses? Et pour finir, vraiment, pour ce qui est du paysagiste qui en fait son métier, il est donc en capacité, pour reprendre la phrase de Camus, qui était celle de ma première page et que je n'ai pas lue, il est donc en capacité d'empêcher que le monde se défasse, hein, pour reprendre les mots de Camus, en affirmant ses compétences esthétiques parmi l'éventail des autres dimensions du paysage et ainsi inventer une coordination avec l'écologie du paysage, l'esthétique environnementale, etc. Merci de votre attention. Merci beaucoup Fabienne, c'était génial, super riche en références et en informations. On a encore 20 minutes pour discuter de tout ce qui vient d'être dit, pour rebondir. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas, Fabienne pourra vous répondre ou on peut aussi échanger librement. Et vous pouvez écrire bien sûr des questions dans le chat si vous préférez que je les lise. Tout le monde est un peu sous le choc de... Alors, du coup, j'en profite pour rajouter une petite chose dans ma conclusion quand je disais il y a cette influence de cette dimension holistique, hein, du paysage. Euh, un exemple concret, c'est le congrès IFLA. Et le congrès IFLA, où il y a une session, petite session, sur la question justement du droit à la nature et du rapport humain-non humain dans la pratique paysagiste. Moi, je peux dire une petite chose. J'ai beaucoup apprécié le très grand tonus de l'ensemble de cet exposé, la précision et ce parcours qui va tout à fait dans le sens de ce que nous essayons de faire à PAP, entre en gros les paysages d'exception et plus particulièrement les paysages par la photographie, et spécialement la photographie vue du ciel, l'impact que cette époque a pu avoir sur la sensibilité que nous pouvions avoir sur les questions d'aménagement, et la façon dont aujourd'hui, cette question du paysage extraordinaire est très atterrie sur la question du paysage ordinaire et de la revendication pour ce paysage ordinaire à ce qu'il fasse paysage. Et le collectif PAP est tout à fait engagé dans l'idée que le paysage ordinaire, dans le cadre de vie de chacun, mérite de contribuer à sa qualité de vie. Et à cet égard, je ne suis pas sûre d'être moi-même complètement d'accord avec cette idée que vous aviez que le moche est accablant et du coup nous décourage. On peut aussi dire que le moche nous provoque à l'envie de le transformer ou de restaurer dans ce relativement moche quelque chose de moins moche. Et en ce sens, faire paysage d'une façon générale, d'une façon universelle, ça consiste à éliminer le moche, enfin, à l'espoir d'éliminer le moche. Évidemment, c'est une ambition peut-être très grande vu l'état du monde. Mais Non, non, je partage, hein, je partage Odile. Ce que je voulais, c'était montrer que plus souvent, enfin, dans ce que voilà, j'ai lu, là où j'ai été, où j'ai questionné, tout dépend de l'ampleur du moche. Voilà. Et que souvent,
le plus souvent. Donc, effectivement, c'est une manière de dire on ne peut pas laisser, et c'est la raison d'être de beaucoup de concours aussi de paysage. Mais quand on n'est pas paysagiste, qu'on est habitant, devant l'ampleur des choses, ben, beaucoup de gens quittent. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a moins, je pense que j'aurais dû le dire peut-être de manière plus mesurée, mais apparemment, mais voilà, une hypothèse avérée encore plus, apparemment, le moche, beaucoup de gens, tout dépend de l'ampleur du moche, mais vont peut-être partir devant l'ampleur de la tâche et ne pouvant, voilà. Ou alors, c'est un projet d'aménagement et de paysage qui peut résoudre le moche à cette ampleur-là, quoi. Je crois qu'il y a des questions dans le chat. Oui, il y a aussi Auréline Doro qui avait levé la main. Donc, Auréline, si tu veux poser ta question. Oui, bonjour. Enfin, peut-être qu'on peut commencer par une autre question. Excusez-moi, j'ai une petite urgence. Ah, Je répondrai tout à l'heure. d'accord. Pardon. Pas de souci. Donc, on a des remerciements dans le chat pour cette passionnante présentation. Et Myriam Lédet pose la question par rapport à la troisième nature que définit Michel Pénat. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce qu'il entend par cette troisième nature? Bah, écoutez, il suffit de prendre son ouvrage qui n'est fait que de projets. Alors l'idée, en fait, de l'Assus au départ, puisque Michel Pénat a été un des étudiants, des nombreux étudiants de Bernard Lassus. Et donc l'idée d'abord de Bernard Lassus, c'était au sein notamment, l'idée qui se défendait au sein de l'école de pensée, si on peut dire Jardin, Paysage, Territoire, c'était de dire, est-ce qu'on ne parle pas aujourd'hui de paysage finalement postmoderne, hein, après la mort du paysage et puis, voilà, cette inertie du pittoresque, etc. Et dans ce sens, paysage postmoderne, c'était l'hypothèse de Bernard Lassus et donc de ses projets, c'était de dire est-ce que le paysage serait pas cette troisième nature qui, il y a nature, culture, et donc ce serait pas, enfin voilà, quelque part, enfin, ou une médiance pour reprendre aussi Augustin Berg. Et donc, ça a été repris c'est l'ouvrage de l'agence, en fait, Pénat et Pénat. Et on voit donc tous leurs projets, et enfin, ils ont fait une sélection de projets qui montrent, et c'est un ouvrage qui a peut-être une vingtaine d'années, mais qui montre déjà, finalement, voilà, comment l'idée du projet, de ces projets-là, ont finalement quelque part une ambition le projet de paysage n'est pas voilà ce décor pittoresque et qu'il embrasse cette question voilà de l'environnement au sens large. Merci beaucoup. On a une autre question de Mathieu Grosjean. Le moche n'est un moteur d'action que si on est amené à le comparer au beau qu'il est censé être. Point d'interrogation. Alors tu peux répéter, Blandine, parce que c'est Ouais. je Alors c'est une suggestion. Est-ce que le moche ne serait pas un moteur d'action uniquement s'il est comparé au beau qu'il est censé être? bah, forcément oui. Bah, de toute façon c'est les deux bouts en fait, on va dire. J'ai utilisé volontairement le moche parce que c'était la France moche et que je trouve que c'est très parlant. Et oui, bien sûr, c'est en réaction et on a vraiment un curseur, on a les deux extrêmes en fait. Donc c'est en réaction, le moche n'est une réaction que par rapport à une idée, à forme académique, un peu à des codes en fait, hein. Ça répond pas au code académique et c'est ça qui fait que c'est moche. Et puis après, il y a des degrés d'intervention et puis en fonction des différentes personnes. Euh, alors Myriam a levé la main pour compléter son propos peut-être. Oui, merci Fabienne pour cet exposé excellent et complet. Moi, je veux poser une question, c'est en fin de compte, est-ce qu'on peut estimer que la beauté, c'est une mise en cohérence des usages, la beauté pour un paysage,
c'est une mise en cohérence des usages qui donne un sentiment de complétude, d'harmonie, d'équilibre et qui donc nous donne un sentiment de beauté. Est-ce que le sentiment de beauté, c'est quelque chose de très subjectif qui est très lié en fin de compte au bien-être euh, et qu'il n'y a pas comment dire, de canon esthétique spécifique. C'est peut-être et avant tout un sentiment de complétude face à une harmonie du monde. Ah ben, je pense que c'est les deux. C'est sûr que c'est. Et puis, c'est pas que regarder, c'est de l'aesthésis au sens être dedans. Hein, Voilà. comme tu dis, c'est un Ouais. sentiment de bien-être et où de plus en plus, même l'éthique, hein, est de plus en plus proche de l'esthétique. Mais euh, en fait, les canons, je dis, c'est des portraits nature qu'on a plus ou moins consciemment quand on apprécie un paysage. On sait bien qu'il y a un peu des lunettes avec un ensemble de filtres auxquels on est plus ou moins sensible. C'est pareil de dire la société occidentale, c'est tellement vaste. Quand je dis les environnementalistes québécois, voilà, il y a voilà, des sphères comme ça avec des modèles qui se superposent et qui contribuent plus ou moins consciemment à apprécier le paysage. Mais là, je te rejoins, c'est vraiment ça, c'est bien plus que ça. Et c'est pour ça que je trouve ces phrases formidables. Rilke dit, c'est la mélodie des choses, un jour de noces avec le monde. C'est un état, voilà, comme tu dis, de bien-être, je dirais, de plénitude ou un moment de grâce, et qui parfois, un moment de grâce, qui peut être un paysage que personne d'autre n'a remarqué, mais qui représente pour soi ou des petits groupes quelque chose c'est intense, quoi. Mhm. Mais le problème, c'est que ces moments de grâce, ils peuvent être aussi face à des paysages que certains peuvent considérer comme moches. Par Oui, exemple, voilà, il y a des paysages désarticulés et il y a une poésie de la désarticulation de ces paysages qui confère aussi un sentiment de bien-être, je sais pas, mais en tout cas, oui, un sentiment esthétique. Euh, euh, voilà, enfin, comment dire, bon, la notion de beauté est tout à fait relative en réalité, hein, mais en tout cas, le paysage dit moche peut conférer un sentiment de bien-être, je ne sais pas, mais d'une certaine beauté. Et là, c'est quelque part l'inverse, c'est-à-dire que la beauté de ce paysage qu'on peut considérer comme moche, désarticulé, la beauté de ce paysage désarticulé, eh bien, lui ne sauvera pas l'environnement, au contraire. Il chante la, la- pas l'intérêt, mais oui, il chante la mise en valeur de la négation de l'environnement, enfin de la négation d'un respect de l'environnement. Voilà, très exactement. ouais, non, enfin, en tout cas, c'est pas son ambition. C'est vraiment, en fait, c'est aussi dans la beauté comme dans d'autres choses. C'est un peu une catharsis, hein. C'est Oui. une dystopie. Je pense qu'il Mais par contre, il par faudrait- rapport à ce que tu disais, ce qui est important en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là où moi, et je pense qu'il faut laisser comme ça, je n'ai pas du tout trouvé d'abord, et pas cherché, mais je n'ai pas trouvé en quoi la beauté ne serait pas relative. Elle Mhm. est tout à fait relative. Par contre, moi, ce qui m'a intéressée dans cette démarche, c'est de montrer que toute relative qu'elle soit, voilà, il y a quelque chose derrière qui relève de l'appréciation. C'est un peu un pas japonais, et on sait que c'est un levier, enfin voilà, d'action. Alors, et puis Mhm. surtout, la beauté des paysages. Moi, ça m'a intéressé parce que je trouve qu'il y a eu vraiment un discrédit pendant très longtemps, et puis que c'était devenu un peu une honte, même dans le milieu du paysage. Je pense qu'il faut lui redonner sa place, mais qu'elle Mhm. n'existe pas que toute seule. J'ai jamais eu l'ambition de dire que le paysage, c'était ça. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il faut, voilà. Mais que c'est relatif, absolument. Voilà. Parce que c'est en contre-pied par rapport à la question, la beauté des paysages sauverait-il l'environnement? Bah, oui, ou peut-être non. Oui, Voilà. Il faut aussi envisager le non. ben Euh, c'est pour ça que même j'ai terminé par gentrification, mais en disant qu'il y a d'autres choses. oui. Euh, il y a d'autres choses qui vont faire que c'est vraiment une question. Et effectivement, mais on ne peut pas dire qu'elle n'y sera pour rien. Et je pense que Mhm. c'est ça qu'il faut garder. C'est surtout ça.
On a d'autres questions. Est-ce qu'Auréline, t'es disponible? Ouais. Merci en tout cas pour la réponse, Fabienne. Merci beaucoup pour la présentation et pour l'amorce de la discussion. Moi, j'avais une remarque, mais ça vient un peu dans ce qui vient d'être dit à l'instant. Euh, j'ai l'impression qu'on est aussi, pour avoir de nouveau une fierté de parler de beauté des paysages, il faut aussi, en tout cas en France, on a souvent un imaginaire assez conservateur finalement des paysages, pouvoir aussi lui donner un peu voilà, d'épaisseur environnementale. Et c'est pas encore du tout évident. Et je trouve qu'à la fois la phrase de Camus et à la fois la photo là ici qu'on a sous les yeux sont assez emblématiques. Il y a vraiment une difficulté aujourd'hui à relier le beau avec les actions pour la survie de l'humanité. Et c'est vraiment un peu dans cette perspective aussi du dilemme un peu vert-vert, parce qu'on travaille beaucoup, donc moi je travaille beaucoup sur les énergies renouvelables et on travaille beaucoup avec des associations qui protègent, encore une fois, protègent la biodiversité et ne développent pas la biodiversité, par exemple. Enfin, c'est pas en tout cas un vocabulaire qui existe, bien que ce soit parmi leurs actions. Et pourtant, on a besoin de ça. Et donc, le dilemme vert-vert, c'est voilà, est-ce qu'on protège la biodiversité ou est-ce qu'on installe des énergies renouvelables qui vont permettre de lutter contre le changement climatique, qui vont en fait par ricochet préserver la biodiversité. Et aujourd'hui, on arrive à des conflits énormes en fait entre acteurs qui protègent la biodiversité et acteurs qui protègent qui souhaitent lutter contre le changement climatique parce que justement, on n'arrive pas encore aujourd'hui à conscientiser ce possible. Et donc, je me demande, voilà, comment vous le percevez aussi sur l'entrée paysage. J'ai l'impression qu'il faudrait inverser la phrase de Camus aujourd'hui. Vraiment, on a dépassé ce stade-là. Il faudrait dire avant, on était obsédé par l'idée d'empêcher qu'il se défasse, et maintenant, il faut absolument qu'on change le monde pour une question de survie collective. Obsédé par l'envie qu'il se refasse, quoi. Ah bah, en tout Oui, cas, j'ai l'impression oui. qu'aujourd'hui, ça reste un énorme sujet. Ah oui, oui. Il y a Et pas ça, du tout de place, en fait, et il y a une crispation de plus en plus forte, oui. notamment avec la montée de l'extrême droite en France, hein, mais qui nous, qui vraiment, nous émeut aussi. Il y a vraiment il y a eu pas plus tard qu'avant-hier hein, une peur énorme sur le moratoire posé sur le déploiement des énergies renouvelables en France. Quand on en arrive là, c'est que voilà, on soutient complètement un déploiement fossile qui, du coup, par ricochet, va faire aussi qu'on a voilà, un monde complètement pétrolifère et donc qui sera préservé peut-être parce qu'on voit moins le pétrole par certains aspects, parce que c'est le monde dans lequel on est et du coup, on a réussi à préserver certains espaces, mais qui sont en train de complètement se transformer, quoi. Et du coup, je sais pas comment vous lisez Mais aussi j'ai juste effleuré cette question avec la rivière Magpie, la question de l'hydroélectricité. Mais c'est sûr que cette question, parce que là, pour le coup, paysage et environnement sont antinomiques. Ils paraissent antinomiques. Et c'est là la difficulté. Et je pense donc que la question de la beauté pourrait aider. Je vous donne, j'ai pas eu le temps, mais je voulais évoquer une diapo justement sur l'exemple du parc éolien de la baie de Saint-Brieuc. Et voilà, un exemple que je connais bien, où au départ, bien entendu, alors on va pas retomber dans l'histoire de l'artificialisation hein, des éoliennes, des moulins, voilà, hein, parce que là, on n'en est plus là. Mais en tout cas, dire que ce projet, alors toute la côte hein, était vent debout, quels que soient les métiers, les professions, etc. Et que finalement, au départ, ce qui a permis hein, que ce soit accepté, c'est une bonne raison, hein, c'est que c'était loin. C'est pas comme, je veux dire, à Pornic, à Noirmoutier, où là, on est sur la plage, on pose son sac, sa serviette au pied d'une éolienne. Donc, il y avait quand même cette idée d'un paysage où on s'est dit, la notion de visibilité du projet, alors ça, c'est la base, hein, on n'est même pas parlé de beauté, mais enfin, en tout cas, c'est d'impact sur la beauté.
Et puis finalement, eh ben, je pense que cette mise à distance et, et le fait que du coup, ce soit pas si l'impact ne soit pas aussi puissant, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Et c'est de plus en plus montré comme enfin, c'est pas vieux, hein, mais comme un site exemplaire. Après, bien entendu, hein, il n'y a pas que la beauté. Je pense que là aussi, on en avait parlé avec les étudiants dans le cadre d'enjeux paysagers environnementaux. Bon, est-ce que si un champ éolien, pas du tout pensé en termes de paysage, parce qu'il y a pas mal de paysagistes qui ont travaillé là-dessus aussi, hein, sur la disposition des éoliennes, etc. Il y a beaucoup de choses à faire par les paysagistes là-dessus. Bah, la question, c'est que si il y en a qui ont dit, ou les panneaux solaires là maintenant dans les campagnes, les abris, enfin voilà. Du coup, on peut mettre les vaches en dessous, on peut, enfin voilà, faire du solaire, voilà. Mais en fin de compte, ce qui est dingue aussi, et là, on peut comprendre que la dimension esthétique soit peu, les gens disent, si, moi je veux bien que ça soit installé à côté de chez moi, in my backyard, mais si je sais que j'ai 20%, si l'électricité, l'énergie va être redéployée sur ma commune, là, ok, c'est pas la même, j'accepterai plus. Donc, c'est pas, voilà, que le beau tout seul, mais en même temps, voilà, c'est juste un élément qui peut permettre, et c'est pareil, à un moment donné, beaucoup de paysagistes en ont eu ras-le-bol de faire des permis et des permis et des permis, en se disant, moi, je fais que ça. Et en même temps, en se disant qu'il n'y avait pas beaucoup de latitude, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a il y a des champs éoliens qui ont fait l'objet de projets de paysage, en fait. Donc, oui, c'est pas une panacée, ça c'est sûr. Voilà. Mais on peut pas dire que c'est qu'un décor, on peut pas dire que c'est rien. Et voilà, c'était redonner un peu une sensibilité pour se dire que c'est important de s'en servir. Et puis surtout, les plus intéressés par la question du paysage, enfin que nous sommes, les paysagistes, et puis cette communauté, si nous, on le fait pas, mais qui va le faire? Je pense qu'il faudrait quand même distinguer entre la beauté canonique des paysages idéaux ou des paysages esthétisés par la photographie, etc. Donc ça, C'est ça, c'est oui. quelque chose qui tapisse notre sensibilité, en tout cas dans un certain milieu. Et puis par ailleurs, la question du paysage comme étant l'espace accoutumé dans lequel on vit chacun, avec son niveau d'attachement à des choses qui peuvent ne pas être belles du tout, mais qui sont appropriées, donc pour lesquelles on a un attachement, et donc aux deux extrêmes limites. Et entre les deux, il y a le fait qu'on peut effectivement esthétiser des chevalements de mines et montrer leur beauté formelle ou leur étrangeté. On peut l'esthétiser et appeler ça aussi bien un paysage aussi d'une tradition, d'un héroïsme collectif, des différentes façons d'esthétiser quelque chose qui, a priori, n'est pas le beau canonique. Ah non, 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 Il faudrait surtout quand pas. même distinguer Il y a avec plein beaucoup de de beaux, il y clarté. a plein de beaux. Il Des beaux, faudrait il y en a distinguer plein. avec beaucoup de clarté des niveaux d'expérience du paysage qui ne sont pas du tout les mêmes et on ne peut pas les confondre. Après ça, sur la question de distinguer le paysage et l'environnement, je pense qu'on n'en est plus vraiment là. On a Ah plutôt oui, la c'est ça. question d'un paysage vécu effectivement holistique avec la pôle de référence un peu autochtone, comme vous l'avez très fortement dit, et qui reconsidère effectivement ce changement de regard qu'est le nôtre aujourd'hui. Et à cet égard, vous avez peut-être entendu parler de la chaire Paysage et énergie à l'école à l'école du paysage de Versailles, qui travaille à cette question dont un territoire approprié peut devenir parfaitement ressenti comme propre à être un espace de vie de qualité. Effectivement, à partir du moment où il y a cette appropriation du fait que ça va servir à mon énergie, mais aussi du fait qu'il y a tout simplement une forme donnée à l'implantation des mâts.
Donc, je pense qu'il y a actuellement ce changement de regard, au début des conférences, on a parlé de ça, ce qui bouscule nos catégories et qui nous met dans une position beaucoup plus dynamique et aussi beaucoup plus démocratique, à dire le paysagiste, c'est pas celui qui fait un espace de beauté dans un coin alors que tout le reste est horrible. Le paysagiste, c'est celui qui réfléchit à l'économie du monde. Donc, il y a une dimension éthique, comme vous l'avez dit, et une dimension politique. Je pense qu'il faut se mesurer à l'intérieur de nos propres catégories et de notre façon de réfléchir le fait que on est dans un remaniement, dans un changement de paradigme. Et donc, il y a des façons de réfléchir qui n'ont plus grand sens, en fait. Hmm. Et de ce fait aussi, donc, l'urgence de la survie est très peu dissociée aujourd'hui de Ben, du l'urgence reste, de tout le partagée reste. qui soit politiquement supportable. Donc, Auréline a souligné cette question politique. Je pense que toutes ces questions sont complètement liées. Et en tout cas, dans le collectif PAP, le souci du paysage pour tous, c'est aussi le souci d'une société équitable pour tous. L'idée que l'esthétique, c'est quelque chose pour les esthètes, c'est horrible de dire des choses comme ça. Bien sûr que ça existe, cette dimension, mais on en Ben, est... on n'en est plus là, quoi. C'était l'idée qu'on en est revenu dans ce nouveau paradigme. Je pense que c'est un élément, comme finalement, j'aurais pu, ou enfin quelqu'un aurait pu faire une conférence sur l'économie solidaire dans la prise en compte des paysages et de l'environnement. Enfin voilà, c'était un biais euh, parce qu'il a été un peu mis sur la touche, mais bien entendu que voilà, c'est un tout. C'est pluridimensionnel avec l'économie, la politique, voilà. Oui, donc, enfin, ce qu'on observe dans notre petit monde, c'est quand même un reclassement de catégories, un élément de réflexion important et qui évolue assez vite, mais par ailleurs qui fait l'objet aussi de débats internes, parce qu'effectivement, dans la profession de paysagiste, le type de contrat qu'on peut avoir, c'est pas toujours de prévoir le paysage de demain, au sens écologique du terme, ou au sens politique du terme. Donc, il y a des paysagistes qui font encore du beau, ou tout au moins une qualité, sans sans trop s'obséder par la question écologique ou encore que aujourd'hui la durabilité d'un paysage, c'est quand même, enfin d'un paysage travaillé, c'est quand même la question de sa, c'est une question forcément liée à l'eau et à la chaleur. Enfin bref, il y a des clivages à l'intérieur de la profession, des clivages à l'intérieur de nos esprits, parce qu'il y a des théoriciens qui ont dit des choses importantes, mais c'était déjà il y a 15 ans, donc on ne peut plus le penser tout à fait de la même façon. Et c'est donc un champ extrêmement dynamique et qui, je crois aussi, a une dimension, c'est le cas du programme Interreg, une dimension d'associer tout le monde à la question que le monde va changer et quelle part est-ce qu'on prend à ça, comment est-ce qu'on comprend ce qui se passe et comment est-ce qu'on réussit à ne pas éventuellement se gendarmer du fait qu'il change. Parce qu'effectivement, quand le paysage change, on est toujours désarçonné. Et quelquefois, au bout de 2 ou 3 ans, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus à l'aise dans le nouveau paysage. Donc, c'est ces questions-là qui, comment dire, sont l'axe du Peut-être pour... programme Interreg qui finance ces échanges que nous avons. Mais je pense que c'est assez appréciable de voir que au-delà de la finalité de ce programme Interreg, il y a une sorte de débat interne qui s'exprime par la diversité des gens qui écoutent ces conférences, un débat interne qui est nécessaire à nos savoir-faire et à notre corporation. Et donc, merci beaucoup Fabienne, qui n'êtes pas une papiste pur jus, de nous Pas, permettre de pas encore. montrer comment ce débat innerve malgré tout l'ensemble des professions qui sont concernées par cette question de la responsabilité dans le changement du monde. Mais je vous remercie également. Et puis à bientôt pour nos prochaines aventures autour de la beauté des paysages ensemble. Oui, merci beaucoup.